Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alors, Léa Balazs, El-Mariki, vous êtes à l'initiative avec le député macroniste Stéphane Mazard d'une mission flash chargée d'enquêter sur les actes du gouvernement démissionnaire et notamment l'outrepassement des affaires courantes. Et c'est dans le cadre de cette mission qu'a eu lieu cet après-midi l'audition de Gabriel Attal, ancien Premier ministre resté à la tête du gouvernement démissionnaire pendant 51 jours. Mais également l'audition d'Emmanuel Moulin, inspecteur général des finances et ancien directeur de cabinet d'Attal. Nos collègues Lisa Lapp et André Manivit avaient prévu de faire une petite restitution des échanges depuis l'Assemblée nationale, sauf qu'à la demande de Gabriel Attal, l'audition, pourtant prévue depuis 10 jours, a été fermée à la presse le jour même. Alors, dans un souci d'équité, nos journalistes ont quand même tenté d'interroger l'ancien Premier ministre qu'ils ont croisé dans les couloirs de l'Assemblée, mais sans succès. Il a purement et simplement ignoré nos questions et son service communication nous a également indiqué qu'aucune réponse ne nous sera apportée, même par écrit. Léa Balazs, El-Mariki, qu'est-ce que ce refus traduit selon vous? Comment l'interpréter? Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Il n'a pas forcément envie de répondre à la presse, peut-être en ce moment. Il est dans sa campagne interne dans son parti. Et puis, il n'avait peut-être pas envie d'offrir une visibilité à cette mission. Mais c'est dommage parce que je crois qu'on a raison de s'interroger sur la question d'un gouvernement démissionnaire. C'est particulier ce qui est arrivé en France depuis la dissolution. On a eu une dissolution qui est un pouvoir du président de la République dans notre Constitution. Et donc, il peut décider, un peu comme ça, comme on décide de changer de chemise ou de se faire une nouvelle coiffure, de dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut prévenir les institutions aussi, le Sénat, l'Assemblée nationale, qu'on va procéder à la dissolution. Le Premier ministre était prévenu aussi. Et puis ensuite, voilà, on a cette dissolution qui a été décidée le 9 juin. Je crois qu'on s'en souvient toutes et tous parce que ça nous a remobilisés, mobilisés parce que le péril de l'extrême droite était extrêmement fort et que voilà, ça nous a fait peur. Et de cette crainte, on en a tiré une force qui, je crois, continue à vivre encore aujourd'hui. Et puis, on a eu donc le corollaire de tout ça, c'est que les résultats du 7 juillet... Alors, nous ont montré que l'extrême droite n'était pas arrivée au pouvoir, qu'on avait une forme de répit, de sursis peut-être, en tout cas un répit pour pouvoir préparer la suite. Et puis qu'on avait un gouvernement qui n'avait plus de majorité. Donc plus de légitimité. Et Gabriel Attal, dans ce sens, a respecté le sens des institutions, puisqu'il a présenté sa démission au président de la République, qui l'a accepté 8 jours après. Il l'a présenté le 8 juillet, le lendemain des résultats de l'élection législative, et le président de la République l'a accepté cette démission le 16 juillet. Et c'est à partir de cette date que commence la partie des affaires courantes, jusqu'au 5 septembre, pour Gabriel Attal, qui était Premier ministre jusqu'à la nomination de Michel Barnier, et jusqu'au 21 septembre, la nomination de l'ensemble du gouvernement. Concrètement, c'est quoi des affaires courantes? Alors, quand dans un régime parlementaire, on va dire, le gouvernement, et dans la Constitution, le gouvernement peut prendre des actes. On dit qu'il a un pouvoir réglementaire autonome, c'est-à-dire qu'il peut prendre des actes sur plein de sujets, que ce soit sur la sécurité routière, notre alimentation, le droit du travail aussi, sur plein de sujets, le gouvernement peut prendre des actes. Et là, alors qu'il n'est plus légitime, puisqu'il est démissionnaire, le gouvernement doit restreindre son champ d'action. Et les affaires courantes, c'est une notion qu'on appelle jurisprudentielle. C'est le juge qui, petit à petit, a défini ce que sont les affaires courantes. Et en réalité, c'est des affaires qui nécessitent la continuité de l'État. On ne peut pas, parce qu'un gouvernement est démissionnaire, ne plus payer les fonctionnaires, ne plus avoir des décrets qui soient pris et qui sont nécessaires parce que les lois les imposaient, des traitements, que ce soit sur la revalorisation automatique d'un certain nombre de prestations sociales ou bien leur versement. Et puis, donc, on a cette question de, on va dire, la continuité de l'État. On a une autre notion des affaires courantes qui est la question de l'urgence. C'est-à-dire si on a un péril imminent ou bien une décision qu'il faut prendre parce que le contexte international nous y oblige ou même le contexte national. Eh bien, l'urgence fait que même en dehors de ce qu'on peut appeler les affaires habituelles,
qui ont assez peu d'impact et qui ne sont pas des décisions politiques majeures, eh bien là, on peut aller un peu au-delà parce qu'il y a la notion d'urgence. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un régime d'exception, on va dire. Le régime normal, c'est on s'occupe de tout parce qu'il y a une légitimité. Là, c'est un régime d'exception qui vient, en fait, valider les actes d'un gouvernement qui ne devrait plus gouverner. Et vous estimez que des décisions majeures ont été prises par des anciens ministres démissionnaires sans légitimité démocratique ni contrôle parlementaire. Autrement dit, vous considérez que le gouvernement démissionnaire a outrepassé son rôle, d'où cette mission. Alors, on n'a pas fait cette mission en considérant ça a priori, parce qu'on a besoin de creuser les choses avant de savoir si ce qu'on suppute est avéré. En tout cas, vous avez un soupçon. En tout cas, on a eu un soupçon. En tout cas, on s'est dit, de toute façon, il faut se poser la question. Parce que, en fait, on s'est rendu compte avec ce gouvernement démissionnaire pendant plus de 2 mois. On a eu 2 mois d'un gouvernement qui ne pouvait pas être renversé par le Parlement. Une fois que le gouvernement est démissionnaire, on ne peut pas le faire démissionner 4 fois par une motion de censure. Donc il est démissionnaire, mais il peut continuer à agir, à être là. Et donc on s'est dit, il y a un problème, c'est qu'on n'a jamais eu cette durée. Et puis si c'est des gens très 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 mal intentionnés, comment est-ce qu'on les contrôle ? Si un jour le RN prend le pouvoir et qu'il a un gouvernement démissionnaire, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils ne vont pas aller réduire nos libertés, etc. On a un contrôle juridictionnel à posteriori, après, mais avant, comment est-ce qu'on fait les choses ? Et donc là, on s'est dit, il manque des sacs de sable autour des institutions, elles sont un peu fragiles, et donc il faut aller vérifier les choses. Et je crois, en tout cas, le rapport, on doit encore avoir des auditions, etc. Mais en tout cas, des premières impressions qu'on a eues, c'est que globalement, le gouvernement, il n'a pas été trop au-delà de son périmètre. Il y a des choses qu'on peut contester à la marge, etc. Mais la question, c'est... Il l'a fait dans une période où le Parlement ne siégeait pas, où on nous disait il y a un contexte particulier, les JO, etc. Et en fait, il n'a pas pris la mesure de ce qu'il était en train de faire. Et je crois que là, il faut vraiment chaque moment de l'histoire politique constitue un précédent sur lequel vont se reposer d'autres personnes pour pouvoir faire des pratiques plus ou moins protectrices de nos libertés et de nos droits. Donc là, ce précédent-là, il ne faut pas qu'il soit fait sans contrôle a posteriori de la part des parlementaires, parce que c'est notre représentation nationale qui venait d'être élue, et on n'a pas du tout eu voix au chapitre. Mais on n'a pas eu voix parce qu'on a décidé de ne pas la prendre non plus, et je prends notre part de responsabilité dans cette affaire. Et donc, si cette mission, donc au terme de cette mission, s'il est avéré que le gouvernement démissionnaire n'a pas seulement géré les affaires courantes, qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Alors peut-être avant que vous me répondiez, si vous pouviez envoyer le bouton. Voilà, on ressent les vibreurs en fait. Pas de problème. Il y a un retour dans le micro. Voilà, s'il était avéré que le gouvernement a outrepassé ses prérogatives, n'a pas seulement géré des affaires courantes, qu'est-ce qui va se passer? En fait, pour un certain nombre d'actes, les choses sont déjà en train d'être traitées au niveau des juridictions administratives. Les associations, les personnes qui ont pu se sentir lésées par des nominations ou par des circulaires ou par des décrets qui ont été pris par le gouvernement ont fait des recours en disant il y a eu le domaine des affaires courantes a été outrepassé, en tout cas il a été dépassé à un moment donné par le gouvernement. Et là, c'est le juge, notamment le Conseil d'État, qui va venir sanctionner ou non un acte en disant cet acte est nul ou pas. On ne peut pas politiquement, après on pourra politiquement, si le nouveau Front populaire prend le pouvoir, annuler un certain nombre d'actes pour prendre les bons. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, vos travaux pourraient aider les juges, par exemple Alors non, les juges, ils sont en train de toute façon de faire les instances, et les juges, ils ont la même matière que nous en termes de connaissances. Nous, on s'est mis à la page de leurs connaissances plus tôt. Nos travaux, ils vont plutôt avoir pour objet de se dire comment est-ce que le Parlement, puisque c'est une mission parlementaire, comment est-ce que le Parlement va pouvoir prendre du pouvoir à ce moment-là, contrôler ce qui se passe. Et c'est vraiment ça qui nous anime. Vous voyez, il y a plusieurs pistes, et c'est pour ça que, avec mon collègue Stéphane Mazard, on va aller en Belgique et aux Pays-Bas, parce que ce sont 2 pays dans lesquels la pratique du gouvernement démissionnaire a déjà été éprouvée, on va dire. Et je crois que c'est pas très grave de se dire qu'il y a des gouvernements démissionnaires. On est quelques parlementaires à souhaiter qu'une part de proportionnel puisse être intégrée à notre représentation nationale. Ça veut dire qu'il y aura des coalitions qui vont bouger, et le fait majoritaire sera un peu moins important. Ça veut dire aussi qu'on aura peut-être plus de gouvernements démissionnaires. Mais si on encadre bien les choses,
Il n'y a pas de problème à ce qu'un gouvernement démissionnaire continue les affaires de l'État pendant quelques semaines. Le problème, c'est s'il le fait pendant X temps sans contrôle. Vous avez pu assister à l'audition de Gabriel Attal. Ah ben, je l'ai menée. Oui, voilà, ouais. Vous y avez assisté. Qu'est-ce qui s'est dit? Parce que les journalistes ont été privés. Oui. Alors, moi, j'ai pu lui poser un certain nombre de questions très précises sur les nombres d'actes, sur des nominations. Il a défendu son bilan et il a expliqué qu'il était resté dans les clous de la note qu'a transmise le secrétariat général du gouvernement. C'est une instance qui a pour objet de conseiller un gouvernement qui, en fait, ne vient pas, qui n'est pas choisi par le gouvernement de manière politique. C'est la même personne qui conseille le gouvernement Attal et qui conseille actuellement le gouvernement Barnier. Ils ont produit une note qui donne tous les cas de figure et qui dit pour ce cas de figure, c'est affaire courante, pour celui-là, c'est pas affaire courante. Et donc, eux, ils sont à peu près raccord avec eux-mêmes. C'est-à-dire, ils disent on a suivi les préconisations de notre conseiller. Et donc, il n'y a pas de remise en question. Ça, c'est... Enfin, moi, je ne lui demande pas autre chose que de défendre son bilan. Enfin, je ne m'attends pas à tout d'un coup une épiphanie et dire « Attendez, j'ai mal fait. En fait, j'aurais jamais dû. Et puis, en fait, ça fait 7 ans qu'on se trompe. » Enfin, je ne m'attendais pas à ça. À un moment donné, je lui disais « On n'est pas en thérapie ici. Enfin, il n'y a pas de problème. » Vous êtes tendu alors, non? On lui avait vraiment dit ça? Oui, je dis on n'est pas en thérapie, mais voilà, mais j'attends pas autre chose de ça, c'est-à-dire qu'il défend son bilan. Moi, ce que j'attends de quelqu'un qui a exercé la fonction de Premier ministre, c'est qu'il réfléchisse un peu à nos institutions et qu'en fait, il pilotait quand même un gouvernement. Il prétend même à pouvoir être un jour peut-être président de la République, ça c'est l'avenir qui nous le dira et je ne l'espère pas, mais en tout cas il prétendait être le chef d'un gouvernement, d'avoir un peu de hauteur, etc. Et je l'ai trouvé assez peu dans ce rôle en fait pendant l'audition. Il ne s'est pas rendu compte de ce que ça a suscité comme interrogation, et vraiment ça en suscite beaucoup chez les experts, chez les constitutionnalistes qu'on a interrogés. Et vous voyez, on était juste avant avec un constitutionnaliste belge qui nous disait... En fait, le fait majoritaire dans lequel vous êtes, le fait que le Parlement ne siégeait pas pendant la période de gouvernement, c'est là où on a les plus grands dangers potentiels. Et donc, c'est pour ça que c'était important de l'avoir. Et alors, j'ai une dernière question, Madame la députée. Cette mission Flash a débuté le 29 octobre. Il y a eu des auditions de professeurs de droit, notamment de Denis Barranger, Benjamin Morel, d'autres professeurs. Quelles sont leurs positions, sensiblement les mêmes que les constitutionnalistes belges dont vous avez parlé? Oui, globalement, en fait, c'est de se dire, c'est quand même une période très particulière qu'on a vécue et notre démocratie n'est pas solide. En tout cas, elle est fragilisée. Parce que, et c'est normal et c'est pas grave, on n'avait pas prévu tous les cas de figure. Et vous voyez, dans l'audition avec Gabriel Attal, il me disait à un moment donné, mais ce que vous proposez, c'est de changer la Constitution. Mais en fait, elle a été changée un paquet de fois depuis. Donc c'est pas grave de changer la Constitution si on se rend compte qu'il y a un trou dans la raquette. Au contraire, ça veut dire qu'on est, c'est vivant. Et depuis 58, il y a un paquet de choses qui est arrivé de l'Union européenne, etc. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est plutôt un problème de s'accrocher à une constitution comme si c'était un doudou, là, un objet de transition. Non, il n'y a pas de problème. Il faut plutôt se dire comment est-ce qu'on l'améliore pour nous protéger. Alors, et quel est le calendrier? Peut-être dernière question assez rapidement, parce qu'on va devoir conclure. Quel est le calendrier des prochaines auditions? Je crois que demain, ce sont les ministres Darmanin et Oudéa Castéra qui vont être entendus. Oui, et Marc Fesneau. C'est une bonne nouvelle parce qu'elles vont être ouvertes à la presse, a priori. Et puis après, donc, je vous ai dit, on va aller en Belgique, aux Pays-Bas, fin novembre. Je pense qu'on rendra nos travaux autour du 10 décembre. Très bien. Eh bien, on va suivre ça. Ça sera l'occasion de vous inviter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Léa Balazs, Jelmariki, porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale.